Eh, tu savais pour Dune ? Déjà, navré d'avance pour mes Dune zoos, mais on va pas faire une recontextualisation de tout l'univers de Dune ici. Je vous laisse avec les vidéos de 6h30 sur la question qui existent, allez les regarder si ça vous fait plaisir, mais nous on va vraiment se concentrer sur le tournage et l'histoire du film, avec mon nez bouché. Donc déjà, Dune, ça se passe principalement dans le désert, et plus précisément sur la planète Arrakis. Et le désert d'Arrakis, c'est deux vrais endroits. Le premier à Abu Dhabi, qui a fourni le ciel blanc et les dunes blanches, et dont la lumière est tellement forte et dure qu'elle est impossible à reproduire en studio. C'est pour ça qu'ils sont partis à des saisons bien précises d'ailleurs, parce que dites-vous que même à la tombée de la nuit, ils pouvaient continuer de filmer en lumière naturelle. Ça n'empêche qu'il y avait beaucoup de vent, les conditions étaient assez extrêmes, mais ils kiffaient, ils étaient venus là pour ça. Juste ça explique pourquoi Donald Moad, le chef maquilleur, a très vite abandonné l'idée de mettre des lentilles bleues au Fremen, parce qu'avec les rafales de vent, ça allait pas rendre comme l'épice, ils allaient juste devenir aveugles. Que ce soit à Abu Dhabi ou en Jordanie, qui est le deuxième désert de tournage d'Arrakis, et que Denis Villeneuve avait déjà visité 10 ans en arrière, en pensant que si un jour il avait la chance de réaliser Dune, il se verrait bien le faire ici. Entre autres parce que les formations rocheuses de la région sont hyper intéressantes visuellement parlant. Et d'ailleurs c'est pour la même raison qu'ils ont décidé d'y baser Arrakeen, plus précisément à Wadi Rum, parce que la cité est entourée de montagnes. Chose qu'ils avaient repérée en hélicoptère quand ils étaient au-dessus de la zone, ce qui leur a permis de faire des images de prévisualisation du survol de la ville, pour d'ores et déjà créer la zone avec les bâtiments et les trajectoires de vol. Ils ont ensuite fait une version basse résolution que Denis Villeneuve pouvait trimballer sur un iPad sur place pour simuler ses propres angles de caméra, comme s'il tournait en live action depuis un hélicoptère. La ville en elle-même, c'est vraiment un monument. Elle est inspirée du brutalisme, certes, mais le choix s'est surtout imposé parce que dans le livre, Frank Herbert dit que les rafales de vent vont jusqu'à 700-750 km/h. Donc faut que ça résiste à la tempête. Et que ça soit bien isolé aussi, avec des murs bien épais, parce que la chaleur est insoutenable. D'où le pourquoi il n'y a pas beaucoup de fenêtres, on n'en voit que une ou deux vite fait dans les chambres. Bunker vibe! Qui en réalité sont côte à côte parce que les sets de décors du palais étaient modulables. Patrice Vermette, qui est le roi des chefs décorateurs, a dû être hyper créatif avec l'espace du palais, pour qu'il puisse bouger les décors selon les séquences qui tournaient. Et il y a un détail à chaque fois qui habille toutes les pièces, et sur tous les grands espaces, c'est les tapis. Tapis qui ont été faits sur mesure au Danemark, vous ramenez pas à Jiffy avec les mêmes dimensions, vous allez être déçus, avec des motifs imprimés numériquement dessus, qu'ils ont récupérés pour les vieillir ensuite. Ce qui, en plus de combler un espace qui autrement serait vide, rajoute une info culturelle hyper importante à la pièce. Pareil pour le laboratoire de Liette, l'ancienne station écologiste expérimentale, qui est basée sur un modèle de bunker de la Seconde Guerre mondiale, avec un long couloir et plein de pièces circulaires autour. Et où si on regarde dans le labo, on peut voir des écritures anciennes au mur, jusqu'à même dans la texture de la roche. Toutes les traces qu'on voit là sont des écritures anciennes cachées dans la porosité du mur. Encore une fois, pour montrer qu'Arrakis c'est une planète qui a une culture, mais qui passe son temps à se faire défoncer par les autres empires, autant que les Vandatiens en feu, enfin devrais-je dire les palmiers, parce qu'ils les ont vraiment cramés. Alors, c'est moins pire que ce que vous pensez. En fait, ils ont découpé 250 feuilles de palmiers qu'ils ont peintes à la main, et sous lesquelles ils ont mis des tuyaux de gaz, reliés à l'intérieur du tronc, où ils cachaient le propane, et l'allumage électrique pour lancer la combustion depuis la cour. Cour qui, comme tous les décors intérieurs dont je vous parle depuis tout à l'heure, ont été construits à Budapest, ce qui leur a permis d'avoir énormément de place. Genre bien 2 bons terrains de foot pour recréer le tarmac géant du débarquement des Atreides sur Arrakis, et d'autres extérieurs du cœur de la ville et certaines séquences dans le désert, pour lesquelles ils ont créé une extension de panneaux de sable, d'eau comme des fonds bleus mais couleur sable quoi, qui était super pratique parce qu'en mettant l'image dans le négatif, il devenait bleu. Et du coup, ils pouvaient l'utiliser comme un fond bleu inversé pour les incrustations, tout en gardant une lumière naturelle, raccord avec le désert, sur les visages. Ce qui était essentiel notamment à l'intérieur du cockpit qui a même été pensé et designé pour pouvoir tourner en IMAX, parce que dedans il a été construit en gradin, pour qu'avec le format, on ait vraiment l'impression de plonger dans le désert. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Warner, je vous en supplie, à quand la version IMAX en DVD? Ça fait 4 ans qu'on attend là, on n'en peut plus, c'est plus long que de faire un ornithoptère. Le premier prototype a commencé à être conceptualisé en février 2018, et au début, il y avait beaucoup de rêves différentes. Des insectes, des hélicoptères évidemment, et des oiseaux. Parce que dans le livre, c'est décrit comme un avion qui a un système de propulsion proche de celui des oiseaux. Mais le truc, c'est que c'est pas si évident que ça à mettre en image. Donc pour que ça soit pas risible et que ça nous semble quand même familier, Denis Villeneuve préférait que ça se rapproche plus de l'insecte que de l'oiseau. Et après toutes les modélisations, ça ressemblait plus à une libellule mélangée à un hélicoptère. Je trouve que ça se voit bien, surtout en vol stationnaire. Et il y avait 2 modèles. Un où les ailes faisaient 39 mètres d'envergure, et l'autre 23. Pour
11 tonnes chacun, ce qui est bien trop lourd. Ce qui a créé pas mal de problèmes parce que pour avoir l'air de voler, il devait forcément être posé en hauteur. Et dans ce cas, les ailes étaient pas dessus. Même si techniquement, en vrai, quand l'ornie était à terre, elle pouvait battre sans s'envoler. Le mouvement était juste très rapide comme une grosse vibration. Alors certes c'était des longues ailes, mais en soi il y en avait pas assez. Donc ils ont dû les rajouter en CG, surtout au moment où elle souffle pour le décollage et quand elle vole. On dirait pas comme ça, mais ça représentait beaucoup de travail, parce que pour obtenir une gamme de mouvements aussi large, ça impliquait qu'il fallait comprendre comment l'ornie volait en fonction des circonstances. Et dans le film, c'est plutôt éclectique. Donc pour que ça ait du style et que ça reste crédible, ils sont basés sur des vrais hélicoptères dans le désert. L'idée c'était de filmer un ornithoptère depuis un hélicoptère. Donc d'utiliser 2 hélicoptères, un qui est un ornithoptère et un autre qui est un hélicoptère qui le filme. Donc le second hélicoptère est censé être un ornithoptère. J'ai perdu toute mon audience avec cette explication. Et vu que c'est shooté en temps réel en utilisant des objectifs spécifiques et en restant à une bonne distance, en post-production c'était un peu du pain béni. Surtout pour les projections de sable quand ils décollent et qu'ils atterrissent. La seule fois où un vrai modèle d'ornithoptère a vraiment décollé, c'était pour la séquence où la moissonneuse tente de se faire soulever par la chenille, la chance, avant de se faire engloutir par le Shai-Hulud. Ce qui est hyper ironique vu que pour tourner ces plans, ils ont dû prendre une énorme grue pour porter l'ornithoptère qui s'envole au-dessus du sol, parce que lui aussi il était trop lourd. C'est un des plans qui a coûté le plus cher de tout le film. Et en parlant de ça, merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. CyberGhost VPN, c'est un VPN qui vous permet de masquer votre adresse IP, protéger vos données et de rediriger votre trafic internet sur un serveur sécurisé dans un autre pays de votre choix. Je passe souvent par ça pour me localiser ailleurs qu'en France et avoir des résultats de recherche qui sont beaucoup plus pertinents quand je prépare les vidéos. Parce que souvent les meilleurs behind the scenes sont introuvables ou bloqués si vous vous localisez pas à l'étranger. Oui, même sur YouTube. Et ça fonctionne aussi pour des dizaines d'autres plateformes de streaming si vous voulez un catalogue de contenu beaucoup plus large. Typiquement si vous avez envie d'une série ou d'un film hyper niche, introuvable en streaming, introuvable en DVD, ma frustration cinéphile qui remonte, peut-être qu'au final il est dispo dans un autre pays. Ça peut être très utile. D'ailleurs je l'utilise aussi quand je travaille pas de chez moi, quand je suis sur un wifi public par exemple, histoire d'avoir un accès un peu plus sécurisé et de pas m'inquiéter qu'on me vole mes données. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs qui sont déjà très contents. CyberGhost a une très bonne moyenne sur Trustpilot et vous pouvez l'utiliser sur jusqu'à 7 appareils différents. Donc prendre un seul abonnement pour vous et le partager avec vos proches par exemple. C'est très simple d'utilisation et c'est pas uniquement dispo sur PC, mais aussi sur téléphone compatible avec iOS, Android, Linux, Smart TV. En ce moment ils font une promotion à moins 83% et 4 mois offerts, ce qui revient à 2,03 € par mois. C'est extrêmement précis messieurs dames, avec une garantie 45 jours, satisfait ou remboursé. Il y a un support en français qui est dispo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Back to la vidéo. Shai-Hulud, dont le design est inspiré d'une baleine, comme moi qui viens d'arriver sur le sol, surtout pour sa gueule, parce qu'il se nourrit de krill des sables. Donc il filtre sa nourriture avec des fanons, comme le ferait une baleine. Et pareil pour le bruitage qui en sort, quand il est face à Paul, on entend sa voix qui fait gang gang, qui est le même son que les Fremen utilisent pour l'attirer avec le marteleur. Parce que le ver est pas juste attiré par le bruit en soi, mais aussi par le fait qu'il ait l'impression d'entendre un autre ver au loin. Comme le ferait une baleine pour repérer une collègue à proximité. Et quand il arrive et qu'on voit les frémissements dans le sable, c'est un effet pratique, pour lequel ils ont mis une grande plaque de métal sous le sable qui faisait vibrer. Et donc le bruitage a été trouvé en plein milieu du désert, comme toute l'ambiance sonore d'Arrakis d'ailleurs, plus précisément à Death Valley dans la Mesquite Sand. En fait, après avoir lu le script, ils sont partis là-bas pour faire des tests, et le premier truc qu'ils ont constaté, c'est que les dunes faisaient du son. Mais genre, pas comme vous le pensez. C'est comme s'il y avait un trombone hyper triste et goofy à la fois sous la dune. Imaginez, vous êtes perdu dans le désert, déshydraté, vraiment à 2 doigts de l'agonie et vous entendez ça. Moi je suis désolée mais je prendrais ça comme la nature qui se fout de ma gueule. En fait, et dites-moi si vous saviez peut-être déjà dans les commentaires, en fait dans les dunes, chaque déplacement fait un bruit différent. Ça varie en fonction de la montée, de la descente, de la vitesse. Plus on va vite par exemple, plus ça sonne aigu. Et aussi de la qualité du sable. S'il y en a en grande quantité, à une certaine humidité, à une certaine température, ça va plus ou moins résonner. C'est pas déconnant d'entendre quelqu'un marcher à plusieurs centaines de mètres de distance par exemple. Après le but c'était de trouver des sonorités qui avaient jamais été entendues auparavant. Donc bon,
mission accomplie. Et pour les enregistrer, ils ont mis plein de micros sous le sable à différentes profondeurs. Il y avait autant des micros très classiques que des micros qui à la base sont faits pour aller sous l'eau et qui étaient les plus enfoncés. Ensuite, ils ont commencé à courir, à marcher comme des Fremen, à taper dessus avec un maillet. Ils ont même fait avancer un micro dans le sable en imitant les mouvements du Shai-Hulud. C'est mon imitation du Shai-Hulud. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. L'idée surtout, c'était d'avoir un panel de sons qui, en tant que spectateur, nous semble familier. Que ça nous parle comme si on était déjà allé sur Arrakis. Pas comme si c'était un film de science-fiction dans une réalité hyper lointaine, mais plutôt comme un documentaire. Ils voulaient produire des sons qu'on n'avait jamais entendus auparavant, c'est réussi, mais qui donnent l'impression qu'on les a déjà entendus. Et c'est pour ça qu'ils sont allés piocher dans pas mal de sons de la nature, parce que c'est ce que l'humain reconnaît le mieux. Par exemple, le son du décollage de l'ornithoptère, c'est un mélange de ronronnement de chat, d'un bruit de sangle de toile d'une tente d'un ami de Mark Mangini, le monteur son, qu'il a enregistré en pensant à lui pendant une tempête. On n'a clairement pas tous les mêmes potes parce que j'en ai aucun, et des vrais battements d'ailes d'un gros scarabée qu'ils ont étudié. Dites-vous que sur les 3005 sons qui ont été créés pour le film, il y en a que 4 qui sont sortis d'un synthétiseur, comme celui du bouclier, qui à la base vient d'un son d'une mitrailleuse très filtrée, mais qui a connu sa version finale grâce à un accident de synthé. D'ailleurs, pour la séquence d'entraînement entre Gurney et Paul où ils l'utilisent, ils ont dû créer leur propre bloc de combat, le système Atreides, qui est un mélange entre des arts martiaux et de l'escrime, et qui est basé sur un vrai style d'art martial philippin, le Kali Arnis Eskrima, plus précisément le Balin Tawak, qui utilise justement des mouvements très courts parce que leurs lames au combat sont très petites, d'où les coups rapprochés. C'est une chorégraphie qui a été plutôt difficile à apprendre, ils l'ont répété longtemps au ralenti, et ce qui a le plus servi à Timothée Chalamet pour l'assimiler, c'est son passif en danse et en taekwondo. Et un autre qui était connu pour faire ses combats comme un pro justement, c'est Jason Momoa, surtout pour la séquence avec les Sardaukar, qui était un des plus gros combats de sa vie, avec 19 cascadeurs qui lui tape dessus quasiment en même temps. Il a mis 3 semaines pour apprendre la chorégraphie. Mais celui qui a le plus morflé physiquement, c'est Stellan Skarsgård, dans le rôle du baron Harkonnen. Il est vraiment méconnaissable. Ferez attention là, il lit dans votre âme. Et pour lequel il a dû faire des efforts physiques monstrueux à cause de la lourdeur du costume. Enfin, costume, c'est un peu plus compliqué que ça. La première étape, ça a été de faire un moulage complet de son corps, plus visage et tête, et d'en sculpter une immense maquette en argile, sur laquelle on pouvait même voir ses muscles sous la graisse, pour ensuite pouvoir en faire un plâtre et des prothèses. Il a vraiment eu de la chance que Love Larson et Eva Von Bart, qui étaient les artistes prothésistes, habitaient comme lui en Suède, parce qu'ils ont mis 16 semaines à le faire. Et c'était presque aussi long de l'enfiler en termes de ressenti. Pour la transformation physique, il commençait par mettre une combinaison réfrigérante, vous allez très vite comprendre pourquoi, sur laquelle on lui posait son cou par-dessus, puis sa tête, ce qui était le plus délicat, parce qu'il avait 7 prothèses en tout sur le visage, en plus du bonnet pour cacher ses cheveux et des caches-sourcils. Ensuite, il devait enfiler un sous-costume de rembourrage en mousse de latex, pour qu'on lui mette la combinaison de peau, sur laquelle, je vous jure un jour ça s'arrête, il devait être peint pour raccorder toutes les parties du corps, comme par exemple les prothèses de main avec le reste de la combi. Et tout ça sans compter le maquillage basique. Et voilà, 7 heures de préparation plus tard quand il était nu et 5 quand il devait être habillé, il pouvait tenir 1 à 2 heures dans le costume, tellement il était lourd. Et le pire, c'était les premières fois quand il rentrait dans le bain, parce que la combi prenait l'eau comme une éponge. Donc plus elle se gorgeait, plus elle était lourde. Sans compter l'huile aussi, qu'il y avait dedans, et qui a gentiment pris la liberté scénaristique de libérer les prothèses. Franchement, s'il y avait eu un Oscar de la patience, c'est sûr qu'il l'aurait eu. Alors que de l'autre côté, son armée avait des armures hyper légères, inspirées des cloportes pour les épaulettes et des fourmis pour les casques. En tout, il y avait plus de 200 costumes différents, et ceux qui avaient le plus de l'or, c'est ceux des Bene Gesserit. C'est mes préférés, qui sont inspirés de plein de rêves médiévales, comme des voiles de nonnes au Moyen-Âge, de la dame aux échecs, et même des reines dans le tarot de Marseille. En revanche, pour trouver leur voix, c'était une autre affaire. Ils ont mis plus d'1 an et demi avant de la terminer, parce que c'était super dur de la rendre naturelle. L'idée, c'était que les voix de Paul qu'on entend soient les voix de ses grands-mères Bene Gesserit, donc ils ont casté 2 voice artistes avec des voix bien graveleuses, à qui ils ont fait enregistrer le texte, et pour donner à leur voix plus de résonance, ils ont passé les enregistrements sur des énormes speakers, dans une salle avec beaucoup de reverb, et dans laquelle ils ont réenregistré le tout pour la 2e fois. Une technique assez improbable, digne de Hans Zimmer, qui lui aussi nous a fait des petites dingueries niveau son. Par exemple, il a intégré un doudouk, qui est un hautbois traditionnel arménien, qu'on entend revenir tout le temps dans la BO. Et il a même construit un instrument à partir d'un tuyau de PVC pour le son du vent, qui reprend les mêmes caractéristiques que le doudouk en soi, mais en version contrebasse, avec un sacré bricolage pour que ça ressemble à quelque chose, dans lequel Pedro Eustache, qui l'a fabriqué et qui est musicien, devait souffler en imitant le vent, et parce que sinon c'est trop facile, en ne faisant que des voyelles.
Franchement, ça a l'air de demander un souffle de dingue. Presque autant que pour jouer de la cornemuse. Cornemuse qui, pendant le débarquement des Atreides, n'en est pas une, parce qu'en fait la prise de base plaisait pas à Hans Zimmer, donc il l'a changée dans le dos de Denis Villeneuve, et il l'a remplacée par une guitare jouée par Guthrie Govan, qui imitait la cornemuse. Denis Villeneuve l'a appris que bien après la sortie du film, pendant une FAQ. Wouh! Et voilà, c'est tout ce que j'avais à t'apprendre sur Dune. Merci à Cyborgos VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les infos en description. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas, à lâcher un pouce bleu pour la force, pour mes recherches, pour tout le travail autour du sujet, à me dire en commentaire si vous seriez chaud pour la partie 2, parce que je vous avoue que j'ai très envie de la faire. En soi, Dune 1, c'est vraiment un film d'introduction, donc dites-vous que les anecdotes pour la suite, elles sont encore plus pépites. Donc voilà, n'hésitez pas à montrer que vous êtes chaud, et à me dire aussi si vous étiez au courant pour le bruit du sable. Premier degré, ça m'intéresse de fou de savoir, parce que genre, dans mon entourage, j'ai eu autant des gens qui m'ont dit mais quoi, mais n'importe quoi, que des gens qui disent bah ouais je connais ça depuis genre le CM2. Moi je sais pas, j'étais super déstabilisée quand j'ai appris ça, hein. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai mal dormi la nuit après. Hein. En tout cas j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où on peut avoir le plus de contacts, vous et moi, sur plein de trucs, et où je parle de plein de trucs, et où je vous tiens au courant de plein de trucs, donc n'hésitez pas à aller aussi là-bas. J'espère vraiment, premier degré, que ma maladie vous a pas gêné tout le long de la vidéo, c'est vraiment le truc qui m'embête là actuellement. Prenez soin de vous, je vais essayer de prendre soin de moi également, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!